propose qu'on commence parce que j'imagine qu'il y aura énormément de choses à dire. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et on a seulement 9 heures, non? Écoute, je me couche vers minuit, donc ça va, quoi. Voilà. Il fait 10 heures, c'est bon. Alors, on est pour l'instant 31 personnes et j'imagine qu'il y aura encore des gens qui m'écrivent. Bien. Salut Francis. Salut Jean-Pierre. Salut Francis. Salut Yoav. Salut, salut. Alors, pour l'instant, je vais fermer le microphone à tout le monde. On va regarder un tout petit peu un film et après, on va discuter. Retrouvez l'émission Patrimoine avec FDJ, mécène de la Fondation du patrimoine. Dans le Bas-Rhin, à 30 km de Strasbourg, partons à la découverte de la synagogue de Benfeld. Construite en 1846, elle est l'une des premières synagogues d'Alsace à se doter d'un orgue à transmission mécanique et de décors remarquables qui lui valurent d'être classée aux monuments historiques. Marc est originaire de Benfeld. Il a de nombreux souvenirs liés à cette synagogue. Il s'investit depuis des années pour sa conservation. Mon premier souvenir, c'est bien sûr ma bar mitzvah. C'est mon passage d'enfant à homme, ici, dans ce lieu, devant une synagogue remplie. Cette synagogue, c'est vraiment un joyau à découvrir. Et ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est de voir la décrépitude. À la synagogue, elle la prend par le sol, elle la prend par le toit et ça dégrade. Les planchers, les peintures. La synagogue est en train de mourir et avec elle, c'est des coques. Et ça, c'est triste, très triste. Et il faudrait qu'on y trouve une seconde. Notre projet pour la synagogue, c'est d'abord un lieu de mémoire pour la communauté juive de Benfeld, mais aussi un lieu de culture pour y faire des concerts, des expositions, et simplement pour venir la visiter. Vous pouvez dès à présent soutenir la synagogue de Benfeld et bien d'autres trésors partout en France. À lundi pour l'émission Patrimoine. L'émission Patrimoine avec FDJ, mécène de la Fondation du patrimoine. Alors, vous m'entendez tout le monde? Oui, on t'entend. Ok. Alors, on t'entend et on te voit. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde. J'espère que ça a bien marché les films. Très bien. C'est bon. Alors, Jean-Pierre, on commence avec toi. Ok. On va parler aujourd'hui de la synagogue et de la communauté de Benfeld. Ok, alors moi je vais commencer le premier. Je vais vous parler surtout de l'histoire et de l'histoire de la synagogue. Donc, alors, ce qui est intéressant à Benfeld, quand on fait l'histoire, ce que j'ai fait dans deux articles, dans un article que j'ai fait qui a été publié dans la revue des 4 cantons et un deuxième qui a été publié par mon ami Fabien Baumann sur l'architecture même de la synagogue, également dans la Société d'histoire des 4 cantons. Et le mien, autant que je sache, a été repris dans l'almanach du VKL. Je ne sais pas si Michel l'a sur son site. Bon, au pire, je lui passe. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que j'ai découvert au cours de ce travail qu'il y avait eu une histoire réelle
et une histoire imaginaire, et je pense que pour toutes les synagogues, c'est pareil, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire vraie de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours assez étonnant. Je l'ai retrouvé sur pas mal de sites depuis. Donc, communauté de Benfeld, l'histoire des Juifs de Benfeld, commence pas si tôt que ça. Alors, certains parlent d'une présence juive à Benfeld juste avant, on va dire, la Grande Peste, dans les années 1340. Alors, je dois avouer que je n'en ai trouvé aucune trace réelle. Simplement, on raconte également, et ça c'est très marrant, que les Juifs de Benfeld ont été assassinés par le feu, l'eau, etc. Or, c'est très exactement le texte qui est la fin et conclusion de la réunion de Benfeld, puisque c'est à Benfeld que s'est eu la réunion entre les différentes puissances dirigeantes de l'Alsace en 1349 pour savoir quoi faire des Juifs au niveau de la Grande Peste. Et la décision qui est prise, c'est qu'il faut se séparer des Juifs par la conversion, par l'exil, et pour ceux qui veulent ni partir ni se convertir, ben, il ne reste plus qu'à les tuer. Et pour les tuer, il n'y a pas 36 moyens, il y a la pendaison, il y a l'eau, et il y a le feu. Et donc la noyade et le feu. Et c'est très exactement ce qu'on raconte. Les Juifs de Benfeld ont été exécutés par la noyade, le feu et la pendaison. Ce qui veut dire qu'on a bêtement repris un texte, on l'a mal traduit, on ne l'a pas compris, et on en a fait le sort des Juifs de Benfeld, alors que c'est le sort des Juifs d'Alsace dont il était question. Bon, première, je dirais, erreur. Alors bien sûr, on peut revenir des Juifs à Benfeld après, qui ne reviennent bien sûr jamais. Et donc Benfeld sera sans aucun Juif jusqu'à la guerre de 30 ans, 1618-1648. Et là, événement absolument improbable, en 1632, on a 3 familles juives qui habitent à Benfeld. Ça, on doit cette découverte à Gunther Boll, qui a fait les archives de Benfeld. C'est en allemand, c'est difficile à lire. Je ne pense pas que j'aurais pu m'attaquer à ce problème. Clairement, des bons épigraphes allemands, j'ai vu qu'il y avait Bertrand, je peux peut-être y arriver, mais moi pas. Donc, les Juifs reviennent à Benfeld, ils vont y rester une vingtaine d'années. Ce sont des gens assez riches. En particulier, il y aura de Rhino, bon, j'ai un peu de mémoire, Hirschreinau, je crois, qui sera à Benfeld, et ils vont racheter même la vaisselle en nord de la ville, moyennant paiement, bien sûr, pour soulager un peu la ville de ses dettes. Donc, ça vous donne une idée de la richesse de ces Juifs de la guerre de 30 ans. 5 ans, Benfeld était devenue protestante, c'était même la capitale protestante de l'Alsace. Et bien entendu, quand les catholiques reviennent à Benfeld, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose qu'ils vont faire, ils vont faire revenir l'Alsace, revenir Benfeld au catholicisme. N'oublions pas que c'est une ville épiscopale. Et ils vont aussi virer les Juifs. Alors, Hirschreinau sera lui-même accueilli à Célestat à titre exceptionnel, puisque Célestat avait viré ses Juifs, puis à Ribeauvillé. Et donc, de nouveau, Benfeld se retrouve sans Juifs. Et ça va durer de 1652 jusqu'à 1830. Tout près de Benfeld, par contre, certaines communes prospèrent, et je pense en particulier à Pfalz, mais pas que, Westhouse, etc. Alors, c'est West qui nous intéresse parce que c'est une communauté très importante et relativement riche. Et donc, il y a des gens qui, en particulier les Weil, famille Weil, qui semble-t-il déjà une partie assez riche du judaïsme alsacien, qui dans les années 1830 décide d'abandonner son village pour venir au chef-lieu de canton qui est juste à côté, quand même 2 kilomètres. Et donc, ce seront les premiers, avec une ou deux autres familles, qui arrivent à Benfeld. Notre famille arrivera en 1850. Alors, Marc Jodel est un descendant Weil. Donc, vous voyez qu'on est tous les deux, on a plus de 150 ans, on a 170 ans, lui presque 200 de vie benfeldoise familiale. Donc, la communauté se recrée, elle croît extrêmement vite. Et la première chose qu'elle va faire, c'est construire une synagogue. Alors, cette synagogue est construite dans les années 1840, je n'ai plus les détails. C'est une partie de la synagogue actuelle. On n'a ni plan, ni nom d'architecte, on n'a absolument rien sur cette synagogue. On ne sait pas quelle allure elle avait. Je supposais que c'était la partie centrale de l'actuelle synagogue avec une tribune des femmes. Jean-Pierre, tu m'entends?
Croix et Prosper, oui. Et je pense qu'il y a un tout petit peu de problème avec les sons. Fermez les micros tout le monde. Ben, moi, je suis en normal. Hein. Il y a des échos. Alors, il y a peut-être des gens qui ont laissé leur micro ouvert. Ça va mieux, là? Essaye. Oui, ça va aller mieux. Non, il y a toujours un micro ouvert qui fait à la scène. Alors, je vais fermer le micro de tout le monde, sauf le tien. OK. Eh bien, je me rallume, moi. Hein. OK. Ok. Bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, on est en 1840. Alors, également, à la même époque, la même famille Weil va se porter acquéreur du vieux cimetière de Benfeld. Alors, ce cimetière, il se trouvait tout près de Hell, qui est une annexe de Benfeld, ancienne ville romane importante, complètement abandonnée par la suite, puis devenue couvent. Donc, Hell avait abrité un cimetière juif, dont on ne sait absolument pas la date de création. On le baptisait cimetière des pauvres gens, et on a l'impression que c'était des gens qui habitaient entre Benfeld et Fegersheim, je dirais, qui étaient enterrés là, dans les communes plutôt du bourg de Landau, de ce coin-là, Utenheim sans H, etc. Ce cimetière, j'ai pu retrouver des traces de 1745, pardon, donc il existait déjà à l'époque, puisque les droits de traversée du village, les droits d'enterrement étaient affermés. Donc si quelqu'un payait pour percevoir les droits du cimetière, c'est que le cimetière existait. On n'en sait pas plus. Il n'a sans doute jamais contenu de tombe. C'est un cimetière assez pauvre. Il appartient toujours aujourd'hui à la communauté de Benfeld. Bon, il est en bordure de route. Il est régulièrement fauché par les gens de l'entretien des routes de la voirie. Hein. Mais bon, à part ça, on ne sait pas. Il a sans doute été largement bouffé aussi par la sablière à côté. Mais ça, il faudrait vérifier. Et donc, il achète ce cimetière. Et en 1870, la synagogue devient vraiment trop petite et on va chercher à l'agrandir. Et là, de manière assez étrange, on ne va pas la remonter, on ne va pas la détruire, on va récupérer tout ce qui est possible et on va l'élargir. On va l'élargir en récupérant les huisseries qu'on va repousser, on va remplacer les murs par des colonnes métalliques qu'on va orner, on a l'impression que c'est en faux stuc, etc., etc. Donc on a une synagogue tout à fait étrange, très large, les femmes au niveau des hommes. Et il y a un problème d'écran là, Yoav. Oui, voilà. Et donc cette synagogue, bon je peux continuer, hein. De toute façon ça devient ce qu'on voit actuellement. Alors ce qui est étonnant, et ça je travaille en ce moment sur les synagogues médiévales, quand on regarde la synagogue de Benfeld, la manière dont elle a été transformée, on se rend compte qu'elle est rigoureusement alarique, c'est-à-dire qu'elle paraît extrêmement moderne. Elle paraît tout à fait une invention. Or, si on prend les codes du Moyen-Âge, elle est tout à fait réglementaire, sauf qu'il y a des femmes, alors qu'à l'époque médiévale, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de synagogue de femmes, c'est des extensions du 15e, 16e siècle, mais sinon, elle respecte tous les codes, et en particulier les synagogues de plein-pied, bâties comme Benfeld, Joseph Caro, dans le Schulernaro des synagogues, l'autorise. Et ce qui est plus intéressant aussi, la hauteur des séparations hommes-femmes est rigoureusement alarique. Elle fait 1,40 m. Alors l'astuce, c'est qu'on a fait une marge du côté femme, pas du côté homme, ce qui fait que la hauteur est correcte du côté homme, ce qui est ce que dit la halara. Donc le René Gutmann m'avait un jour dit, si on faisait ça à Strasbourg, on n'aurait plus de problème de halara dans cette synagogue où il n'y avait pas de mérite ça. Donc 1,40 m, vous n'avez pas besoin de mérite ça, sachez-le. Donc cette synagogue est agrandie en 1870 par un architecte qui s'appelle Beyer. Alors on a souvent dit que c'était un entrepreneur Raphaël Kahn. Ce Raphaël Kahn a existé, il a refait la voirie de Benfeld à un moment donné, mais il n'a jamais travaillé dans la synagogue. Beyer avait travaillé sur les halles de Strasbourg, enfin l'ancienne gare plus exactement, et Beyer travaillera également sur la synagogue, alors je crois que c'est Dupikheim, et on est à peu près sûr que c'est lui qui est également responsable de la synagogue de Gerstheim, qui a été attribuée à tort par Jarassé à Ringessen. Donc, un architecte qui n'est pas un juif, mais qui a fait au moins 3 synagogues. Il va faire ses travaux. Alors, on ne sait pas très bien comment elle a été peinte. Ça va donner beaucoup de lumière. Ça va donner un cadre assez étonnant. Et la suite arrivera vers 1925, quand un Benfeldois, peintre en bâtiment, va décider de la décorer. Alors, c'est un juif, hein,
qui va essayer de la décorer. Et c'est assez étonnant. C'est Achille Metzger, dont on a encore la tombe au cimetière. J'aimerais bien qui est en train de pas loin de tomber, donc on va essayer de la remonter un jour, n'est-ce pas? Et donc cette tombe, Achille Metzger va repeindre cette synagogue au pochoir, en s'inspirant sans doute, c'est ce qu'on dit, ça ressemble effectivement du décor italien de Florence. Et donc la synagogue devient ce qu'elle est, avec les lustres, tout est fini en 1925. Pendant la guerre, le secrétaire de mairie, Guttapfel, le jeune Guttapfel, va venir, va la fermer à clé, va expliquer aux Allemands qu'il en a besoin comme salle de réunion. Elle est cachée, on ne la voit pas. Donc les Allemands vont le croire. Et à la fin de la guerre, il va rendre les clés. La seule chose qu'on a été sortie, c'est les rouleaux de la loi qui sont abrités par les sœurs d'à côté. Les bonnes sœurs dans leur couvent, les chères sœurs, les grandes Schwestern, les anciens, vont abriter les rouleaux de Torah. Et en 1946, on remet les rouleaux de la Torah. On remet les rouleaux dans la synagogue. Donc c'est une histoire assez étrange. C'est la seule en Alsace. Vous avez, si vous regardez les lustres, on a encore toutes les places pour les bougies. Alors, tout date d'avant l'arrivée de l'électricité. Donc, l'électricité est arrivée. D'ailleurs, on a encore toujours le tableau d'origine. Alors, l'électricité est arrivée dans les années 20, je pense. Et on a toujours, d'ailleurs, le tableau d'origine, ce qui est un élément de sécurité qui mériterait d'être changé. Alors, voilà un petit peu pour l'histoire de la synagogue. C'est un lieu assez étonnant. Alors, Marc, il a fait sa bar mitzvah. Je dois dire que ma fille s'y est mariée et nous nous sommes mariés aussi. Donc, on a effectivement des liens très forts avec ce lieu qui n'a pas changé, qui est maintenant, depuis une centaine d'années, n'a absolument pas changé. J'ai oublié l'orgue. Alors, l'orgue, qui est un tout petit orgue, comme l'était d'ailleurs celui de la synagogue de Strasbourg. J'ai vu cette semaine le nombre de jeux de l'orgue de Strasbourg. C'était indécent d'avoir des grands tuyaux, mais il n'y avait rien derrière. Et l'orgue, c'est pareil. Il y a bien un pédalier, mais en fait, c'est une répétition du clavier, etc. Donc, c'est un orgue absolument ridicule. Acheté d'occasion en 1895. Signe particulier, il est toujours absolument shabbatique, puisqu'on peut le jouer sans aucune intervention d'électricité. Il y a un soufflet manuel et le clavier est en transmission mécanique. Et voilà, j'ai un peu dit ce que j'avais à dire là-dessus. Merci, merci beaucoup. Alors, je vais activer Marc. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Je te laisse te présenter et tes fonctions, et ton histoire, ton amour, etc., etc. Bien, bonjour à tous. Merci d'être en ligne. Et donc, avant de me présenter, je tiens déjà à rendre hommage au précédent président qui est Claude Strauss, qui est confiné chez lui, qui n'a pas d'ordinateur, donc il n'est pas avec nous. Et il a quand même assumé la fonction de président depuis plus de 30 ans. Et donc, il a très bien fait ça pour l'ensemble des membres de la communauté de Benfeld. Il y a encore une trentaine de membres alors, qui n'habitent pas sur place, mais qui sont toujours adhérents à la communauté à Benfeld. Donc, il y en a parmi vous autour de l'écran, donc je vous salue également particulièrement. De mon côté, c'est vrai, je suis, comme l'a dit Jean-Pierre, un descendant de la famille Veil. Il y en a d'autres, certainement aussi là, autour de l'écran. Et donc, c'est effectivement cette communauté avec WYL, qui a été un des éléments prépondérants dans la vie de la communauté juive de Benfeld. Pour ma part, comme ça a été dit dans le film, j'ai passé ma bar mitzvah à Benfeld avec le grand-père de mon épouse, qui est Léon Blum, qui était marchand de chaussures dans la cité, et enfin qui était commerçant de chaussures, pas fabricant, puisque les Veil étaient les fabricants. Et donc j'ai épousé sa petite fille. C'est elle que vous avez entendu jouer un petit peu de harpe à la fin du film. Donc, et ensuite, donc nous, on s'est bien mariés dans cette synagogue, sous la choupa, avec son grand-père. Et à l'époque, c'était le rabbin Furt.
Donc voilà un petit peu des liens forts comme Jean-Pierre sur cette synagogue et son cimetière. Alors la synagogue est remarquable, comme ça a été dit. Malheureusement, elle souffre. Notamment, on a découvert, puisque ça fait maintenant la 2e année que j'ai pris la présidence, j'ai travaillé avec Claude Strauss durant 8 ans avant qu'il ait envie de passer la main. Et dans les investigations qu'on a fait avec le consistoire et avec toi, Yoav, et l'architecte, on a découvert dans la zone que vous avez vue, à l'intérieur du bâtiment, qu'il y avait de la mérule. Et donc ça, c'est quand même très, très embêtant. Et donc, avec le consistoire, et en particulier avec Yoav, on a monté un dossier. On est à la recherche de dons, bien sûr. Et en plus, on est suivi par le Loto du patrimoine, par la DRAC et par le ministère de la Culture, enfin toutes les instances. Je te laisserai parler, Yoav, puisque c'est toi qui es maître d'œuvre auprès de toutes ces instances. Et l'objectif aujourd'hui, c'est bien sûr de la sauver. Je dis bien le mot sauver avant de dire restaurer, parce que la mérule, c'est vraiment dramatique. On a aussi, bien sûr, sensibilisé la mairie qui nous apportera son soutien en nous apportant une subvention. Et je dirais que le bâtiment est vraiment remarquable parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, il a passé la guerre. Et les lustres, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit que c'était encore des lustres d'origine. Donc, il n'y a eu vraiment aucun dégât important durant la guerre. Donc, maintenant, elle est rongée par l'intérieur, par l'humidité. Donc, c'est l'objectif numéro 1, la sauver, la restaurer et ensuite la faire vivre. C'est d'ouvrir, bien sûr, cette synagogue dans le cadre du groupe interreligieux dans lequel je suis au sein de Benfeld, avec les différentes confessions, pour lutter aussi contre l'antisémitisme, montrer ce que c'est, y mettre un petit musée pour expliquer cette communauté de Benfeld qui a été jusqu'à plus de 200 personnes sur place, et aussi d'expliquer un petit peu, bien sûr, notre religion. Et donc, ça, c'est la partie un peu histoire. Ensuite, ce sera la partie, une fois restaurée, accueil. L'accueil, ça pourra être des activités délocalisées du consistoire pour faire connaître un petit peu la synagogue de Benfeld au travers d'animations avec les jeunes, Pourim, etc., ou allumage des bougies de Hanouka. Et comme on a gardé un terrain un petit peu sur le côté, on peut imaginer faire des animations, une fois qu'elle sera bien sûr restaurée et remise au goût du jour au niveau des normes, handicapés, sécurité, toilettes, etc. Et également de l'ouvrir pour des conférences, pour de la musique, parce qu'elle a une excellente sonorité. Mon épouse, on a déjà reçu des groupes, elle joue de la harpe et la harpe résonne très bien, enfin les autres aussi, l'orgue également. Il y a une très très bonne résonance acoustique qui fait qu'on peut y faire aussi de la musique sans problème, en respectant bien sûr toujours le lieu. Et on imagine aussi que ça pourrait devenir avec Yoav un centre un peu sur le judéo-alsacien pour remettre en avant cette dynamique sur cette spécificité de la langue du judéo-alsacien qui est un peu différent du yiddish. Voilà un petit peu, Yoav, s'il y a des questions ou si vous voulez en savoir plus. Pour dire aujourd'hui, il ne reste plus que sur place 2 familles effectivement sur place. Donc, on ne peut plus faire d'office. Ou alors, il faut les délocaliser. Moi-même, j'ai suivi, tant qu'on était suffisamment nombreux, je venais pour Kippour, à Benfeld. S'il y a des questions, je suis à l'écoute. Marc, si tu me permets, je vais passer les photos encore. Je prépare quelques photos pour présenter un peu la synagogue. Voilà. Là, on couvre un peu.
on voit vraiment que la synagogue a resté dans l'état incroyable. Oui, elle est restée dans son jus, quoi. Là, on a, comme l'a dit, alors là, on la voit. Attends, si tu montes la photo du plan, là. Je voudrais dire qu'on a aussi la roupa d'origine qui est classée en elle-même toute seule. Hein. Donc, on voit qu'on a gardé ce terrain qui est sur le côté ouest là, de la synagogue, ici, voilà. Donc ça permet effectivement de faire des animations. Demain, on pourra la mettre à disposition pour des mariages. Je l'ai dit avant, pour Purim, pour une fête de Souka, etc. quoi. Donc, on a gardé tout cet environnement à côté de la synagogue pour justement pouvoir y faire des choses. Hein. Parce que quand on n'a pas de terrain autour, c'est un peu compliqué si on a juste la synagogue. Alors, je passe les photos un peu pour montrer. Ouais. Bon, l'état de orgue. Tu peux revenir sur la photo d'avant, Yoav? Ça? Est-ce que tu peux revenir sur la photo d'avant? Le bâtiment. Le bâtiment. Ouais, le bâtiment, il est caractéristique. Alors, regardez, c'est assez étonnant. Vous voyez très bien la synagogue d'origine, qui est, alors je ne peux pas le souligner, mais le bâtiment à pignon, vous descendez, c'est la première synagogue, et les deux ailes qui sont rajoutées de chaque côté. Donc, vous voyez, voilà, c'est comme l'a dit Jean-Pierre, une caractéristique. Une espèce de terrasse. Le toit, c'est un toit à très faible pente. Ouais, c'est très atypique parce que vous avez 3 portes. Et sur le bâtiment original, voilà, vous avez 3 portes et les 2 portes latérales sont les portes des femmes. Et la porte centrale, avec voilà, celle-ci, quand on rentre, on a bien une répartition encore à droite et à gauche pour aller sur l'escalier où il y avait la galerie des femmes dans le pignon au-dessus. Alors, dans ce que j'ai lu, Jean-Pierre, tu me diras si c'est vrai ou pas, Goodapfel, il aurait ôté les tables de la loi, là où il y a l'étoile de David, pour justement la masquer pendant la guerre. Et là, il y aurait eu les tables de la loi, il les aurait fait ôter pour qu'on ne voit pas que ce soit une synagogue. Et donc, cette étoile de David n'est pas d'origine. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais de toute façon, il y a eu, au cours de la guerre, il y a eu des tirs et il y avait pas mal après-guerre de trous de but, trous de mitrailleuse dans cette façade, dans la façade avant, justement. Il y a eu des balles qui sont arrivées dessus, pas de choses lourdes. Par contre, derrière, il y avait un mikvé, et le bâtiment du mikvé a été incendié, fait de guerre, pas du tout par les Allemands. Voilà, donc là, on voit bien, comme l'a dit Jean-Pierre, le rajout des 2 parties. Continue. Donc, vous voyez les peintures qui ressemblent, et vous voyez ce très beau lampadaire qui était, va pas trop vite, le très beau lampadaire qui est un lampadaire Napoléon III, donc c'est probablement 1880. Là, on voit bien les lustres en cristal de toute beauté, et les bancs qui sont toujours écartés, et bien sûr la petite estrade au-dessus des bancs, puisqu'il n'y a pas de câble, donc on est directement au-dessus du sol, et pour que l'humidité ne passe pas, on avait l'habitude de mettre les bancs sur une petite estrade en bois, qui était quand même plus agréable. Continue. Alors, vous voyez l'orgue aussi, par contre. Oui, c'est assez étonnant, mais il n'y a rien dedans. Hein. Il y a très peu de choses. Là, si, il y a des tuyaux. Hein. Et puis après, ce qui est. Il y en a très peu, c'est un orgue en bois, bien sûr, mais il y a très peu de tuyaux. En fait, c'est un tout petit orgue. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a 4 jeux. Alors, donc j'étais en contact avec les spécialistes des orgues qui m'ont dit qu'il y a il est en bon état. Hein. Il avait été revu et fait restaurer par Léon Veil en tant que président. Mais une des caractéristiques aussi, c'est qu'il y a les tables de la loi en termes de décoration, ce qui est un peu atypique à l'époque sur les orgues. Puisqu'il les faisait plutôt dans les églises. Mais là, le facteur d'orgue, il a rajouté les tables de la loi. Il a pris un style mauresque, toujours le même principe. Les Juifs viennent de l'Est, viennent des pays arabes. Donc on prend un style mauresque. Qui détonne un peu, mais qui finalement va bien. Qui est cohérent, mais avec le bâtiment. Alors, vous pouvez parler aussi des rideaux, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, alors, effectivement, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, bon, c'est assez riche, mais il n'y a quand même pas très riche.
Donc, on va essayer d'avoir des vitraux. Mais des vitraux, c'est cher. Alors, plutôt que de faire des vitraux, on va faire des rideaux peints. Donc, quand ils sont baissés, on a l'impression d'être devant un vitrail. Donc, c'est parfaitement trompe-l'œil. Hein. Tout à fait. C'est assez amusant. Je n'ai jamais vu nulle part de faire un rideau qui fasse vitrail. Toujours dans le style, bien sûr. Je pense que c'est fait également par le... Alors là, vous voyez le temps qui fait son œuvre. C'est l'humidité qui remonte. L'humidité qui remonte. Ouais. Là, il Faut y a un travail à faire sur l'extérieur pour justement. C'est un enduit en fait qui pas un enduit à chaud, donc toute l'humidité sort par l'intérieur. Donc l'architecte Fabien Michel, alors ça c'est les dégâts de la mérule, et l'architecte Fabien Michel sur les peintures, il a gratté un petit peu et donc il a retrouvé les couleurs d'origine. À l'époque, elle était rose derrière le pochoir, et donc c'était complètement différent, beaucoup plus sobre que ce qu'il y a là. Oui, c'était 1870, dans 1876, hein, l'ouverture, donc elle était comme toutes les synagogues de l'époque. Quoique rose, c'est quand même plus sympa parce que la plupart étaient cacadois. Ouais, ben rose, c'est ce qu'il a dit. Hein. Enfin, quand il est allé rechercher pour savoir la sous-couche, pour savoir la sous-couche de ce qu'il avait quand il y a eu la. Alors Marc, peut-être tu peux parler de la mérule, notre ami, la mérule. Alors la mérule, c'est une catastrophe parce que c'est un champignon qui se développe, qui mange le bois. Enfin, certainement d'entre vous le savent. Et si on ne la traite pas, elle attaque tout et elle détruit tout. Donc, tant qu'elle a à manger, donc elle est localisée dans cette zone qui était un des débarras, c'est celui sur la droite. Et là, elle mange tout ce qu'il y a, mais elle a déjà diffusé près de l'Arche Sainte, et la peur de l'architecte et même des gens qui nous vont commencer à nous faire les devis, c'est que sur la partie des galeries latérales des femmes, il y a un vide sanitaire. Et il se pourrait qu'elle soit déjà en train de ramper là. C'est un petit peu dans le film ce qu'on voyait sur la galerie des femmes qui est de ce côté-là aussi, où on voit que le bois il est déjà attaqué. Là où j'ai marché, où on voit que le plancher commence à céder. Donc, c'est vraiment la priorité des priorités de stopper et de traiter et de détruire tout le bois qui est attaqué par la mérule, qui est un champignon redoutable. Donc, en ce sens-là, il y a une grosse action. Yoav, tu pourras en dire un mot. Pourrait espérer pouvoir traiter ce champignon déjà. Alors, s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense qu'on y serait peut-être, parce qu'on est dans la phase des devis, mais en espérant sur 2020 ou au plus tard 2021, stopper vraiment l'attaque de ce champignon. Mais si tu veux en dire un mot, Yoav, parce que tu es en contact avec Fabien Michel. Oui, par rapport à la première activité par rapport à la restauration. En fait, c'est vrai qu'on était obligé, on est obligé encore de traiter la mérule avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, la première chose qu'on a fait, on a fait un diagnostic pour voir est-ce que c'est vrai la mérule ou est-ce que c'est un autre champignon. On a fait le diagnostic et on a la mérule qui est en 2 étapes. Il y a une partie mérule qui est morte, une autre, dans l'armoire sainte, il y a une mérule qui est encore en activité. Mais en gros, la synagogue est en très bon état par rapport à la mérule. C'est vraiment le côté qu'on rentre à la synagogue en face, côté à droite. Et deuxième chose qu'on a fait, c'est différents devis avec des entreprises par rapport au traitement de mérule et comment on peut traiter. Et normalement, c'était prévu que c'est déjà fait. Voilà, que le traitement de mérule doit être fait. Mais on va avancer tout doucement par rapport à ça. Je vais passer la photo. Donc juste pour dire un mot, donc c'est vraiment le point prioritaire pour pouvoir la sauver. Il y a ce point-là. Et le deuxième point aussi qui est très urgent pour stopper la dégradation du plâtre et du bâtiment, c'est de doter le crépi sur au moins 2 mètres pour que l'humidité qui remonte par le sol puisse s'évacuer avant de monter
dans les murs de façon plus haute. Donc, de redonner une respiration au bâtiment. Voilà. C'est-à-dire que les côtés, je retourne un peu. On voit ici l'humidité qui monte à l'intérieur. Les choses qu'il faudra faire, c'est après le traitement de la mérule, comme vous voyez ici, c'est enlever tous les crépis de façade. En fait, aujourd'hui, les crépis bloquent la respiration du bâtiment. C'est un crépi qui était mal fait et qui est très plastique. Et voilà. Alors, ça, c'est la deuxième étape de traitement par rapport à la restauration. Je retourne là. Alors, peut-être tu veux dire un petit mot par rapport aux fondations de patrimoine avec le consistoire et l'événement qu'on a fait. Bah vas-y, Yoav, dis-le, c'était maître d'œuvre. Là, on voit Fabien Michel. Là. Bien. Alors, on a l'architecte ici, Fabien Michel, qui travaille avec nous sur le projet, aussi sur des autres 2-3 projets. Et c'est un architecte du patrimoine. Là, il a fait une présentation par rapport à l'état des bâtiments, par rapport aussi à l'inspiration, comme Jean-Pierre, comme tu as dit, par rapport, on appelle la synagogue de Benfeld, c'est la petite synagogue de Florence. Alors, si vous connaissez la synagogue de Florence, il est beaucoup, beaucoup plus grand, mais on voit directement l'inspiration par rapport à la peinture. Et on voit les grands rabbins ici, à la synagogue de Benfeld. Alors, je pense que ça fait déjà 1 an et demi qui est passé, non? À peu près, par rapport à la signature avec la Fondation du patrimoine. Oui. Voilà. Alors, voilà, là, on voit la signature avec la Fondation du patrimoine par rapport à la coopération par rapport à la synagogue. Il faut dire aussi que la synagogue, avec la synagogue d'Étain, c'est la seule synagogue qui était sélectionnée par rapport à la mission Berne, par rapport au loto de patrimoine. Et ça, c'est vraiment important. Ça fait déjà 2 ans qu'il est passé par rapport à ça, mais la synagogue est vraiment une valeur nationale. Voilà, là, on voit une autre vue à la synagogue. Et je pense qu'on termine avec un concert. Oui, c'est mon épouse qui interprète des morceaux hébraïques à l'harpe celtique. Donc, voilà. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés de temps en temps à faire des actions, mais là, avec le confinement, ce n'est pas possible. Bien sûr, elle se met à disposition avec plaisir. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on laisse peut-être la parole un peu à tout le monde. Jean-Pierre, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais je répondrai aux questions avec plaisir. Hein. Oui. Alors, soit j'allume tout le monde, mais il ne faut pas parler dans le même temps, soit vous m'écrivez avec les messageries. Je pense que ce qu'on peut dire, Yoav, quand même, c'est qu'on a, avec la Fondation du patrimoine, déjà un fonds de cuve qui permet de faire le traitement de la mérule. Avec la DRAC, puisque je préférais que ce soit toi qui prennes la parole parce que c'est toi qui as porté tous ces dossiers. Je ne vais pas expliquer par rapport à toutes les démarches. C'est vrai que en fait, on a déposé les dossiers par rapport à Stéphane Bern il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'étais même à Élysée avec Macron et Stéphane Bern pour présenter la synagogue de Benfeld. Mais il faut savoir que ça marche, côté administratif, ça marche tout doucement. C'est-à-dire, nous, on aimerait énormément que dans 1 semaine, la synagogue sera finie, restaurée, et avec des concerts, des expositions, et avec des activités de Shabbat, etc. Mais les démarches administratives marchent encore une fois tout doucement. On a de la chance qu'on a la région, la commune, la DRAC et les départements. Ils sont tous avec nous dans les projets. Ça ne veut dire pas qu'on a le budget total, mais ça veut dire que côté politique et côté administratif, on a différentes institutions avec nous. Voilà. Si vous avez, peut-être Michel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je vais activer.
Ça marche? Michel Rotet? Il y a de l'écho, il y a de l'écho. Oui. Michel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la synagogue, la communauté? Bah, sur la communauté de Benfeld, l'essentiel a été dit par Jean-Pierre, donc j'ai pas grand-chose à y rajouter, si ce n'est que d'apparence, effectivement, le bâtiment semble d'apparence en excellent état, mais malheureusement, ce qui est à l'intérieur demande encore effectivement beaucoup de travaux de remise en état. Et c'est toujours là où le bas baisse dans l'ensemble des synagogues qu'il faut restaurer, que ce soit celle de Benfeld ou celle de Thann. Et puis là, je voudrais juste rappeler un peu le souvenir de Madame Ferrari de Thann pour le travail qu'elle a fait là-bas et qui malheureusement se trouve dans un état pas très bon en ce moment, corps hospitalisé à Mulhouse. Merci. Et je vais activer tout le monde. Si vous avez des questions, essayez de poser tout doucement. Voilà. Est-ce que ça marche? J'ai une question par rapport, je voudrais savoir s'il y a un cimetière juif à Benfeld. Oui, bien sûr, Isidore. On a un cimetière juif qui est à l'extérieur, avec un monument aux morts d'ailleurs, puisqu'il y a eu plus d'une trentaine de personnes qui ont été déportées au niveau des camps d'Auschwitz. Et ce cimetière, aujourd'hui, oui, il est là, il est entretenu, il est en état. Voilà, donc il date de la période de la synagogue. Je peux ajouter que les cimetières sont en très bon état. Et il faut, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a 45 cimetières dans les Bas-Rhin. Et 45 cimetières, c'est énorme. Je vois maintenant, actuellement, je suis au cimetière de Cronenbourg et je vois les moments qu'on ne peut pas entretenir des cimetières depuis 3 semaines et ça change l'état. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, on est en train d'entretien des cimetières. Voilà. Et alors, pour dire par rapport aux cimetières de Benfeld, qu'il est en très très bon état. En plus, on a l'inventaire récemment qui a été fait. Oui, on a fait un inventaire, il y a à peu près 400 tombes. Ouais. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemplaire pour mettre en ligne les différentes tombes? Alors, ce qu'on a fait, je suis avec, comment elle s'appelle, Hack, c'est ça, qui a répertorié aussi toutes les tombes et tout, on l'a mis à jour. On n'a pas fait de photos, hein, tombe par tombe. On peut déjà mettre la base de données en ligne en attendant de faire les photos pour la suite. Ouais. Ouais. Oui, ben, j'ai communiqué cette base de données à, comment elle s'appelle, attends voir, je vais te dire, enfin, je vais vous dire. Hop. Michelinak, ça vous parle? Oui, bien sûr. Oui. Bah, je suis en relation avec elle et tout, et elle m'avait donné un inventaire il y a 2 ans, et moi je l'ai remis à jour et je lui ai envoyé, et je pense du coup qu'elle a dû le mettre en ligne. C'est pas le même. Alors, normalement, vous pouvez activer votre micro si vous voulez demander des questions. Oui. Bonjour, Bruno Hayem, je suis un descendant également de la famille Veil, plus présent en Alsace. Quel est le budget envisagé de restauration et de sauvetage de la synagogue? Alors, avec l'architecte, pour l'ensemble des travaux, hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord traiter ce qui ne va pas, comme vous l'avez vu, la mérule, refaire le crépi, revoir la toiture et tout. Et ensuite, remettre tout ça aux normes avec des accès handicapés, des toilettes, etc. Le budget total revient à 1,2 million. D'après l'architecte, au vu, alors il met quand même, entre parenthèses, il a fait une estimation sur le budget du traitement de la mérule, parce que tout dépend au moment du diagnostic, jusqu'où elle est, si elle est vivante, si elle n'est pas vivante, très agressive ou pas. Donc là, il a pris une fourchette assez large, mais il y a quand même une incertitude. On est d'abord obligé de faire le diagnostic
pour pouvoir savoir jusqu'où il faut traiter, quoi. Pour revenir au cimetière, les tombes mises à jour sont jusqu'en l'an 2000. Je suppose qu'il y a eu d'autres enterrements depuis 2000 jusqu'à ces dernières années. Les 20 dernières années sont manquantes pour nous. J'ai eu un échange avec Michelinac le 29 mai dernier que je lui ai envoyé, mais moi je peux le renvoyer. Hein. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer à vous. Hein. Moi j'ai tout sur ordinateur. Ok, avec plaisir. Il faudra juste passer votre adresse mail. Pas de problème. J'ai un listing Excel, ligne à ligne, sur toutes les tombes. Impeccable. Impeccable. Je crois qu'il y a aussi un... Ou je peux passer par Jean-Pierre Lambert, hein. C'est pareil, si vous êtes très en contact, hein, Jean-Pierre, il est... Tu l'as, Jean-Pierre, hein, je crois, je t'ai envoyé la mise à jour. Amirauté@netvision.net.il. Amirauté. Je l'ai. Bon, tu l'as, Jean-Pierre, tu l'as. Bon, alors je passerai à Jean-Pierre, sinon je passe à fait après. Je mettrai à jour. Le relevé du cimetière de Fegersheim a été fait également? Alors, j'ai laissé... Alors, Bertrand? Oui, ben c'est en cours de travaux. Ouais. Fin programmée dans 2 ans à peu près. Pour le relevé ou pour les photos? Tout. Pour la totale. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a Ingrid. Ingrid, est-ce que tu veux dire un petit mot aussi par rapport au cimetière de Marmoutier? Oui, bonjour à tous. Alors, au cimetière de Marmoutier, donc pendant 1 an et demi, on a nettoyé les tombes. Et puis là, donc, la phase suivante, c'était de pouvoir les relever. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour relever les tombes et auparavant refaire des fondations pour qu'elles puissent tenir en place. Après, il y a aussi donc tout ce qui est inventaire, hein, parce qu'il y a une grande partie qui avait été faite par M. Katz, oui. Mais pendant les travaux, on a découvert beaucoup de tombes qui étaient par terre, recouvertes par de la végétation. Voilà. Et sinon, il y a un système on a quelques bénévoles qui font partie des veilleurs de mémoire. Alors, de temps en temps, pour l'instant, on se contente d'aller faire un tour et on attend d'avoir la réunion avec, je crois, le commandant de gendarmerie pour qu'on sache exactement ce qu'on peut faire et ne pas faire. Oui. Alors, merci Ingrid. Je vais profiter de ce moment-là, d'abord pour vous inviter demain à 14 h. On a une présentation sur la synagogue de Brumat et je vais activer Isidore. Alors, oui, c'est bon. Voilà. Alors, tu peux dire un petit mot par rapport à demain? Oui, bien sûr. Donc, demain, on va parler un peu de la synagogue de Brumat et de l'avenir qu'on envisage. Ensuite, il y aura un concert avec une violoniste de talent qui s'appelle Élodie Barré et qui nous interprétera quelques chansons au violon dans la deuxième partie. Ce sera pas mal. Je vous invite tous à venir écouter. Super. Voilà. Merci. Et vendredi, par rapport aux choses que tu as dit, Ingrid, on a à 14 h aussi rendez-vous avec Philippe Ichter et le département par rapport au projet de veilleur de mémoire. Alors, vous êtes invités aussi à participer avec nous. Vendredi. Et moi, je vous propose à l'occasion donc qu'on aille faire un tour à Neuvillers-les-Savernes ou peut-être dans le Rhin à Rouffach, qui pour moi sont les 2 endroits les plus emblématiques de l'Alsace. Bon, ouais. On en fera d'autres. La semaine prochaine, il y aura aussi beaucoup on va faire chaque jour des missions sur le patrimoine. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro, sinon me fait un petit ligne. Est-ce que pour toutes ces réunions que tu nous annonces, Yoav, oui. C'est toujours, on se connecte toujours avec le même numéro? C'est le même numéro qui pour le patrimoine, en fait. Voilà. Alors, normalement, cette semaine, c'est aujourd'hui, demain et vendredi. Et la semaine prochaine, normalement, c'est chaque jour. À la même heure, le même numéro. Le programme. Super. Bravo, Yoav. Vous avez des questions, profitez. Il y a beaucoup d'experts. Peut-être, Laurent, tu veux dire aussi?
par rapport à notre activité. Bonjour à tous. Ce que je voulais rajouter, c'est que le consistoire met tout en œuvre pour obtenir ces fameuses subventions qui sont, je dois le reconnaître, comme vous l'a dit Yoav, très difficiles à obtenir. C'est-à-dire qu'on a tout de suite une adhésion pour les projets qu'on propose, on remplit des dossiers, on procure des photos, on fait faire des devis, mais la politique prend le dessus et malheureusement les subventions n'arrivent pas aussi vite qu'on aimerait qu'elles se fassent. C'est pour ça que sur la Mérule, on avait le budget, mais bon, les périodes de confinement bloquent tout. Et pour le moment, on n'a pas accès au bâtiment, évidemment, et aucun travaux ne peut se réaliser. Je pense qu'il faut être patient. On met tout en œuvre, bien sûr, pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Et cette période est évidemment difficile. Et dès que nous pourrons sortir de ce confinement, nous mettrons tout en œuvre pour enfin démarrer ces travaux de rénovation et surtout démarrer ces travaux de la Mérule qui sont les travaux où le bas blesse puisque on ne connaît pas l'étendue de l'avancée de la Mérule. Pour ajouter, peut-être à dire que la synagogue de Benfeld pour les consistoires, c'est vraiment les grands projets, notre très grand projet de restauration. Tu peux dire aussi, je crois, Yoav, que tu as redéposé un dossier dans le cadre de la Fondation du patrimoine, puisque au niveau de Berne, je crois que tu peux dire un mot là-dessus, non, Yoav? Sur l'espoir qu'on a de le revoir retenu à nouveau. Voilà, en fait, on essaye tout. On essaye la Fondation de patrimoine, on essaye le département, etc. Et voilà, on espère encore avoir le soutien de Stéphane Bern par rapport à l'autobus de patrimoine, on peut dire, Benfeld. Et c'est pas toujours facile d'avoir la réussite, on peut dire, par rapport aux choix qui ont été faits. Mais, encore une fois, sur les sites des fondations de patrimoine pour Mission Bern, vous pouvez, si vous voulez, et attribuer directement là-bas. Voilà. Si quelqu'un a des questions, remarques. Moi, j'avais une question. Nous, oui. Pardon, non, allez-y. Bonjour à tous. Moi, j'avais une question concernant la restauration. Est-ce que, comme il y a des problèmes d'infiltration, est-ce qu'une reprise en sous-œuvre a été envisagée? Donc, ce qu'on peut dire par rapport à la restauration, on travaille bien sûr avec Fabien Michel, qui est un architecte des bâtiments et qui est habilité avec la DRAC et qui, lui, connaît bien ce type de bâtiment. Donc, il faut justement déjà ôter tout le crédit, il faut rouvrir parce que autour, il y a tout un système de rigole pour récupérer l'humidité et puis pour laisser respirer le bâtiment. Donc, tous ces aspects-là sont à revoir, ainsi que tout ce qui est la toiture avec les gouttières. Donc, par rapport à l'humidité, la gestion se fait sur l'extérieur du bâtiment, et comme ça se faisait autrefois, quoi. Donc, il y a juste eu malencontreusement un crépi plastique qui ne laisse pas respirer le bâtiment. Il y a eu du macadam qui a été mis devant le bâtiment qui fait qu'on n'a pas respecté, comme ça se fait souvent, des zones de pierre, comme ça, du pavage qui permet à l'humidité de ressortir par les côtés. Et donc, en réglant ces problèmes-là, d'après l'architecte, on arrivera à résoudre 90% pratiquement du problème d'humidité.
Si la mérule s'est développée, c'est aussi à cause de ça, parce que la mérule se développe là où il y a de l'humidité et de l'ombre. En milieu obscur. Elle se développe vraiment en milieu obscur et en milieu humide. Donc, ce qu'il faut, c'est ôter l'humidité, la traiter et ramener de la lumière. Très bien, merci. Pas de quoi. Voilà. Bon, bien sûr, on accueille tous ceux qui veulent faire des dons pour sauver et restaurer la synagogue. Sont les bienvenus et vous connaissez les lois fiscales en France. Donc, on a déjà fait des campagnes avec la Fondation du patrimoine et on a déjà eu des donateurs. Pour vous donner un petit peu une orientation, j'avais reçu il y a 2 ans un rabbin américain et il nous avait sollicité pour venir avec tout un groupe des États-Unis pour visiter la synagogue et il était vraiment tombé amoureux. Donc ça laissait des espoirs peut-être de trouver un donateur américain. Maintenant, avec le confinement et tout ça, c'est reporté en attendant la fin du confinement. Mais on est en contact avec eux pour montrer, bien sûr, ce joyau alsacien. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? J'aurais une question par rapport à l'histoire. La semaine dernière, à Fegersheim, on nous a parlé de grandes familles connues et des histoires tout à fait passionnantes. Est-ce que, bon, il y a la famille Weil, on en a parlé, mais on en sait un peu plus. Quelqu'un a fait des recherches sur l'histoire de la famille Weil ou d'autres familles originaires de Benfeld? Oui, on en sait pas mal sur la famille Weil, hein, avec YL, puisque moi-même je suis un des descendants. Pour certains, vous avez peut-être entendu parler de la manufacture de chaussures qu'il y avait à Benfeld, hein, qui est devenu maintenant un quartier qu'on appelle l'escadrille, un petit peu l'espadrille, un petit peu en clin d'œil. Mais c'est vrai que ça a été une entreprise qui a eu lieu avant-guerre, qui s'était installée, il y avait les premiers bâtiments étaient rue de la Dîme. Et ensuite, comme ça s'est agrandi, ils sont allés près du quartier Gare. Et la manufacture s'est développée. Et ensuite, il y a eu la guerre. Ils sont partis dans l'Allier pour certains et en zone libre pour d'autres. Et d'autres ont été déportés à Auschwitz, dans ma famille. Et donc, ils sont revenus après-guerre et donc, ils ont relancé la manufacture. Et Monsieur Robert Weil et Monsieur Léon Weil, c'était notamment toute la famille, là. Ils ont eu les Schlapper-Weil, ça s'appelait, et ils ont fait un grand développement vers la Russie. Ils ont été une des premières entreprises à exporter vers un commerce, vers des relations commerciales vers les Russes. Donc, si jamais ça vous intéresse dans le détail, je pourrais vous faire parvenir un article qui avait été fait sur justement mon cousin Robert lorsqu'il était doyen, puisqu'il a été centenaire, et c'était le doyen de la ville de Benfeld. Alors, ils ont beaucoup contribué, bien sûr, sur les fonds pour la synagogue, mais aussi dans toute la ville. Martine, bonjour. Si tu veux dire quelque chose, j'ai cité ton papa, Léon. Bonjour, Martine. Tu branches ton micro, Martine. Alors, je vais activer. Ouais, c'est l'escarpin. C'est quand même mieux que l'espadrille. Non, l'escarpin, pardon. L'escarpin. Ouais. Tu as bien fait de rectifier. Et puis, si tu veux dire ton papa, tu as connu ça bah oui. Plus que moi. Ouais, mais bon, ça fait un peu mal au cœur d'en parler, alors je préfère pas. D'accord, comme tu veux. Ouais. Sur le sujet. Voilà. Mais sur la synagogue, sur l'orgue de la synagogue, moi j'aimais bien aller à la synagogue à cause de la musique.
Et je me rappelle très bien l'organiste qui était l'aveugle de Baffin et qui venait jouer. Et c'était un régal. Voilà. Ah, merci. Oui, si je peux, Bruno Hayem. Françoise Job, qui est la cousine de Marc Jodel, ma tante, est historienne, et donc nièce de Robert Veil, et a fait toute une étude et des biographies d'un certain nombre de gens de la famille Veil, donc à titre privé, mais qui, dans le cadre des cercles de la généalogie juive. Donc il y a de la matière disponible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci de rappeler ça. Et c'est vrai que je pourrais me rapprocher pour récupérer ça. Je connais bien son fils, Bernard. Oui. Oui, je vais faire ça. Une bonne idée que je retiens. Yoav, je peux juste rajouter un petit mot? Oui. Oui, je voulais dire que Fabien Michel, c'est l'architecte de la chapelle du cimetière de Marmoutier, la chapelle Saint-Denis, et il fait de l'excellent travail. Donc, je pense que la synagogue de Benfeld est entre de très bonnes mains. Oui, merci. Merci. Bon, Marc, tu as encore quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai surtout à te remercier parce que tu fais un super boulot. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et on se voit demain, j'espère, à 14h. Je voudrais quand même dire un mot parce que oui. Dire que la personne qui a démarré la mise en valeur de la synagogue de Benfeld, c'est pas d'hier, c'est 90, c'est 89. C'était la première synagogue alsacienne qui a été ouverte au Journée du patrimoine national. Et donc, c'était tout à fait récent. C'était ma mère, qui donc en 88-89, avec quelques difficultés, je dois dire, de la part des autorités religieuses ou benfeldoises, avait décidé qu'on ouvrait la synagogue pour la Journée du patrimoine, donc celle qui a lieu le 3e dimanche de septembre. Et donc, mon grand-père y était président aussi. Et donc, effectivement, c'est assez étonnant. C'est l'amour d'un certain nombre de familles. Bon, on a parlé de Mme Job, on n'aurait pas pu parler d'autres familles au Benfeld et qui continuent à cotiser au cimetière. Il y a un état d'esprit qui est différent. Bien régulièrement, qui a aussi une génération. Voilà. Merci. J'ai une petite question, Yoav, si c'est possible. Alors, je vois que quelqu'un dans les commentaires dit qu'il est le fils de l'un des derniers rabbins de Benfeld, le rabbin Furt. Alors, non? J'ai pas dit ça. J'ai dit que le rabbin Furt, il a fait mon mariage. Il était à mon mariage. Mais j'ai pas dit que j'étais en famille avec lui. Mon épouse est en famille avec son grand-père, le Razan. S'il te plaît, Marc. Il y avait en ligne il y a quelques instants le fils de Rabbin Furt. Ah, pardon. Oui, il est toujours là. Il est toujours là? Il est toujours là, oui, c'est Joël. Ah, ben oui, voilà. Salut Joël. Salut Michel. Est-ce que vous pouvez dire un mot juste sur... Sa mère. Vous pouvez juste dire un mot sur votre père? Pardon? J'aimerais savoir si c'est devenu le rabbin Furt. Alors, le rabbin Furt est décédé à Jérusalem il y a plus d'une quinzaine d'années. Il a quitté en 1984 Erstein Benfeld pour faire son aliyah à Jérusalem. Il était mort. Il était rabbin, non? En 68, c'était Furt, non? Et son épouse, donc ma mère, vit toujours aujourd'hui à Guilot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. En parlant de Federtime, quand même. Pour parler de Mishpacha, donc moi je suis Laurent Blum. Ma mère est née Abraham et était une cousine à ton papa. Alors, je voudrais dire à Bertrand qu'on a eu très longtemps à Benfeld, dans les années 50, un rabbin qui venait du rabbin Weil, qui venait de Fegersheim, qui était le rabbin de Fegersheim-Benfeld, on faisait partie de la même principe rabbinique.
qui était un gars assez extraordinaire, qui ne s'est jamais marié d'ailleurs, et qui vivait avec sa sœur à Fegersheim, et qui a été rabbin de Benfeld après-guerre, pendant au moins une trentaine d'années, quand il est parti, j'avais une vingtaine d'années, et donc oui, il était en 1945, c'est lui qui était le premier rabbin après-guerre, et donc qui a assisté à tout ce qui s'est passé juste après-guerre. Donc on a une petite pensée émue pour lui, parce que c'était vraiment un rabbin à l'ancienne, proche de ses paroissiens, entre guillemets, mais qui n'a jamais fait de carrière, en fait. Tu parles de Edmond Weil? Je parle du rabbin Weil qui était rabbin de Edmond Weil. Ouais. Et qui est enterré à Fegersheim. Parce qu'on parle de Fegersheim aussi. Non, pas Edmond Weil, je crois. Pas Edmond Weil. Edmond Weil. Peut-être Fegersheim qui est mort il y a une vingtaine, trentaine d'années, peut-être. Il est décédé en 62. À Elisa? Il est décédé à Elisa en 62. Et j'avais sorti une petite biographie le concernant parce que ça a été un des rares rabbins qui est resté pendant toute la guerre à Paris et qui a entretenu et des offices et des enterrements durant toute la guerre à Paris, malgré les bombardements et malgré les Allemands présents. Il était devenu après-guerre un bon copain de mon grand-père, qui était président de la com, et donc on le voyait une fois tous les mois, il venait dire bonjour, les deux prenaient un café, c'était assez sympa. Mais c'est un homme qui valait la peine d'être connu. Si tu as une bibliographie, tu m'envoies, Michel? 2 secondes. C'est lui qui était là en de ma jeunesse. Alors, j'ai encore une autre question. Peut-être c'est un peu personnel, Yoav. Oui. Alors, c'est qui que je vois parmi les participants? Félix Rossano. Félix Rossano? Oui. C'est mon papa. C'est pas vrai. Il est là alors? Oui, avec ma mère. Ah, mais c'est magnifique. Je pense que vous pouvez discuter plus tard. Mais ils comprennent le français ou ils sont juste là? Oui. Alors, monsieur, madame, si vous nous entendez, vous avez bien fait quelque chose avec Yoav. C'est une personne formidable. Merci beaucoup. Ah, merci. Michel, tu veux nous montrer quelque chose? Je voulais essayer de vous passer la page. Attendez, t'as qu'à passer le lien. Je t'envoie le lien, t'as qu'à le faire passer. Tu me l'envoies aussi, Michel? En fait, tu peux mettre sur... Tout le monde peut voir sur le message. Mais j'ai pas la... Voilà. Voilà. Ok, c'est sur le site. Vous voyez tout le monde? Oui. Okay. Oui. C'était un rabbin qui était très discret. C'est un type extraordinaire. Je l'ai beaucoup aimé. Je crois que s'il n'avait pas été là, j'aurais définitivement quitté le judaïsme. Merci beaucoup, Michel. Ça passe quoi? Alors, on est à 15h10, on doit terminer la réunion. Et je vous invite demain encore une fois à 14h et à Bruno. Allez. Merci à tout le monde. Merci, au revoir à tous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.